Bonjour ou bonsoir, chers amis téléspectateurs. Je suis désolée de vous présenter ou de me présenter à vous avec une voix largement déficitaire, mais notre invitée, celle que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, qui est Madame Hulot Guilabert, va s'en aller. Donc je veux profiter de son passage pour vous parler, pour la faire parler, que vous ayez trace de ce passage et que les enseignements qu'elle a à vous apporter puissent être là déposés sur la pellicule et qu'on puisse en profiter. Voilà. Pour cette raison, j'aurais pu remettre l'émission, mais je ne peux pas parce qu'elle va s'en aller bientôt. Alors aujourd'hui, donc, je la reçois. Elle s'appelle Hulot Guilabert et elle va nous expliquer pourquoi elle s'appelle comme ça. Ce n'est pas un nom qu'on connaît puisque vous venez du Sénégal, Madame Guilabert. Alors bonjour Juliette et bonjour à vos téléspectateurs, à vos téléspectateurs. Bonjour aux Martiniquais d'abord. Je suis vraiment très heureuse d'être en Martinique pour la deuxième fois. J'étais venue déjà il y a 30 ans, mais vraiment c'était pas pour le panafricanisme à l'époque. Et donc, je m'appelle Hulot Guilabert parce que Guilabert, c'est un nom de colon français et que ma famille est donc issue d'Africains et de colons français. Donc, voilà. Et Hulot, c'est un prénom africain? Alors, Hulot, c'est un prénom peul. D'accord. Mais bon, en fait, en tant que peul, je ne sais pas trop comment ça s'écrit. Oui. S'écrit Hulot, je ne sais pas trop vraiment. Ça s'écrit avec un I, parfois avec un U. Donc, bon, c'est à éclaircir. Mais en tout cas, moi, j'ai hérité de cette façon de l'écrire par l'administration. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs qui ne sont pas seulement en Martinique, qui sont un peu partout dans le monde et qui s'intéressent donc à tous les invités qu'on a dans cette émission parce que tous racontent une tranche de vie, une tranche d'expérience qui est celle de ce que nous appelons notre peuple à travers le monde. Donc, je pense qu'il est important qu'ils vous connaissent, puisque nous retracer un petit peu votre trajectoire, mais d'abord décliner votre identité en quelque sorte. Alors, la première chose que je dis dans les conférences que je donne, c'est je suis Hulot Guilabert, une Africaine du Sénégal. Je refuse complètement de dire que je suis sénégalaise parce que je suis contre les frontières issues de Berlin. Et donc, je suis une Africaine. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Donc, ça, c'est une identité. Et la deuxième identité qui me vient à l'esprit, c'est que je suis nègre. On peut être africain et pas nègre. Je ne sais pas si... donc, je suis nègre malgré des ancêtres d'autres apports. J'ai choisi ma lignée nègre et j'assume ce mot et j'assume cette identité-là. Je me sens très profondément nègre dans ma spiritualité, dans ma façon d'aborder les choses, dans ma façon de me comporter, etc. Et quel contenu mettez-vous dans ce mot? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est égal voter. On n'en a pas la même lecture et même la négritude d'aujourd'hui est un peu décriée. Mais je sais qu'aux États-Unis, le négro, par exemple, c'était le nègre domestique. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut le réhabiliter aux yeux de nos compatriotes? Alors, en fait, j'ai dit ça pour être compris par la plupart des gens, parce que c'est une identité qui veut plus dire quelque chose que noir ou que black, etc. Mais maintenant, moi, je me définis comme kamite, en fait. Kamite. Et d'ailleurs, j'explique dans mon livre, j'ai mis tout un chapitre pour dire « Arrêtons de nous laisser définir par les autres ».
Et ce mot nègre, ça nous a défini pendant un temps. Quelqu'un comme Aimé Césaire, etc., l'ont revendiqué. Donc moi, je ne rejette rien, mais je dis... Cheikh Anta Diop aussi. Cheikh Anta Diop aussi. Parler de négro-africain. Voilà, mais je suis remontée avec Cheikh Anta Diop jusqu'à nos origines, là où nous-mêmes on s'est nommés. Et en fait, à l'époque de cette origine-là, on s'était nommé Kamit. Et d'ailleurs, on retrouve dans beaucoup de langues cette racine Kam, Kem, Khem, etc., qui veut dire noir, et qu'on avait nous-mêmes décidé de nous nommer comme ça. Donc aujourd'hui, moi, j'exhorte les jeunes à se nommer eux-mêmes, à ne plus permettre que quelqu'un, un blanc, un arabe, etc., nous donne l'appellation qui lui plaît. Donc vous voyez, je ne rejette pas le mot nègre, au contraire, c'est une identité que je peux revendiquer pour me faire bien comprendre par ceux qui ne connaissent pas le mot Kamit. Mais je veux en arriver à avoir cette identité Kamit plus tôt, parce que c'est moi-même, en fait, nommé par nous-mêmes, voilà. Donc c'est important de retrouver cette capacité qu'on a à se définir soi-même, à se nommer soi-même, etc. D'accord. Donc vous avez quitté le Sénégal très tôt. Vous avez beaucoup vécu en Europe. Oui. Alors j'ai quitté le Sénégal, je devais avoir 21 ans. Je suis d'abord partie en Côte d'Ivoire et je suis restée 1 an et demi en Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis partie en France. Et je suis restée 20 ans, 21 ans à Paris. Ensuite, je suis allée à l'île de la Réunion. Et j'ai vécu 8 ans à l'île de la Réunion. De l'île de la Réunion, j'ai décidé que je rentrais définitivement au Sénégal. Je suis rentrée. Ça a été très difficile au niveau professionnel. Vraiment très déçue, etc., parce que je n'arrivais pas à m'intégrer comme je voulais. Parce que très souvent, quand on a été absent 30 ans de son pays, on a des soucis. Bon. Et malgré la volonté que j'avais de m'intégrer, donc je suis repartie à Montréal. Je suis restée 1 an et demi. Et quand je suis allée à Montréal, c'est là que j'ai décidé de m'engager pour l'Afrique, de faire une maison d'édition pour permettre aux Africains de s'éditer eux-mêmes, parce que j'ai été très scandalisée par le problème qu'a vécu Sylvia Serban. Oui. Et ça m'a trouvée à Montréal. Et j'étais en train d'essayer de continuer ma carrière de consultante là-bas. Et je n'étais pas convaincue. Et j'étais en train de me chercher. Je me disais, il faut que je me renoue avec moi-même, que j'arrête d'être dans des grandes entreprises. Ça ne me plaît plus, ça ne me correspond plus. En plus, j'avais un œil très critique envers la société de consommation, envers, comment dirais-je, tout ce qui est l'économie coloniale, tout ce qui est capitaliste, impérialiste, etc. Et j'avais vraiment, je me sentais vraiment mal de plus en plus là-dedans. Et Montréal a été en fait un endroit propice à la réflexion, parce que j'étais seule, il faisait froid, et là j'ai vraiment pu creuser très très loin en moi-même, ce que j'aurais pas pu faire au Sénégal, parce que très entourée, parce que les amis, etc. Enfin, voilà. Donc je remercie vraiment ce lieu, Montréal, qui m'a permis de me replonger en moi et de me dire quelle est ma mission. C'est quoi ma mission? Et je l'ai trouvée. Je me suis dit, avec cette histoire de Sylvia Serban, c'est scandaleux qu'on soit obligé de se faire éditer
en France ou peut-être que pour les téléspectateurs, l'histoire de Sylvia Cerba vous évoque quelque chose. C'est cette personne journaliste d'origine martiniquaise qui a écrit Reine d'Afrique et qui a vu son livre par les éditeurs allemands complètement falsifié parce qu'on déniait à l'Afrique d'avoir eu des reines. On lui déniait aussi son histoire égyptienne et on considérait que les Noirs n'avaient pas à se revendiquer, ou en tout cas à revendiquer l'appartenance à cette histoire-là. Donc les éditeurs allemands ont littéralement falsifié son livre, ont écrit une autre histoire à sa place et l'ont publié en laissant son nom. En laissant son nom, sans même la prévenir de cette falsification. Donc, ça n'était pas concerté. Et Sylvia a fait un procès qui a duré très très longtemps, mais elle n'a pas eu gain de cause. Elle a perdu. Ouais. Elle n'a pas eu gain de cause. Ça veut dire que, c'est vrai, les éditeurs européens publient ce qu'ils veulent. Exactement. Et cela explique le choix de certains d'entre nous d'être des éditeurs, même si pour beaucoup de nos compatriotes, il faut passer par les éditeurs blancs pour être reconnus comme étant des écrivains. Mais je suis dans la ligne de ce que pense Hulot, que il faut nous prendre en main et décider de la valeur de nos écrits. Exactement. Sans avoir à attendre la caution de gens qui décident, qui nous la donnent ou pas, et qui vont jusqu'à falsifier nos écrits pour nous dire que c'est leur vision qui doit prévaloir. D'accord. Donc, je vous laisse continuer. Oui. Alors, en fait, ce que je dis, c'est que nous n'avons pas les mêmes objectifs avec les Européens qui nous publient. Nous n'avons pas les mêmes vues. Nous n'avons pas, comment dirais-je, on a des intérêts divergents. En fait, c'est même pas qu'on n'a pas les mêmes intérêts, c'est que nos intérêts sont divergents. Oui. C'est important. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est de perpétuer leur vision de l'Afrique. Donc, si vous avez remarqué, certains écrivains qui écrivent sur les migrants, qui écrivent sur la misère de l'Afrique, etc., sont publiés sans souci, sans problème. Absolument. Alors que ceux qui vont... qui démystifient leur vision de l'Afrique, ils n'aiment pas ça. Et donc, quand j'ai vu ce scandale, j'ai un peu soutenu Sylvia Cervin de loin sur les réseaux sociaux, je me suis activée, etc. Et j'avais même eu le même problème, j'avais vu le même problème quelques années auparavant, avec le jeu qui s'appelait Tambour Battant. Je ne sais pas si vous connaissez aussi Sandra. Donc, je l'avais soutenue, j'étais à La Réunion et on avait vraiment... Donc, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose à faire là, à vraiment s'organiser pour dire ce que nous, on avait à dire. Et comme disait Amadou Ampateba, sur ces histoires qui sont racontées par les chasseurs, j'ai dit, il est temps que les lions racontent leur version. Et que moi, j'avais pas trop de moyens. Comme j'étais consultante avant dans les technologies numériques, etc., j'ai dit, je vais être éditrice numérique. Et je me suis lancée dans cette aventure. Et dès que j'ai pris cette décision de me lancer dans cette aventure, j'ai tout de suite inclus la diaspora. Et ma maison d'édition, elle s'appelle Diaspora Noire au pluriel. Donc, je n'ai jamais, jamais, jamais oublié la diaspora dans ma lutte. Depuis le tout début, c'est toujours l'Afrique et ses diasporas. L'Afrique et ses diasporas. Jamais l'Afrique seule dans mes luttes. Aucune. Jamais, jamais. Au Canada, vous avez été éditrice ou vous avez continué votre activité de consultante? J'ai abandonné complètement. Donc au Canada, j'ai abandonné complètement mes activités de consultante qui étaient pourtant très lucratives,
mais il y a un moment où on doit se réaliser sa mission, réaliser ce pourquoi on est sur Terre. Et le fait de gagner de l'argent, beaucoup en étant au service de l'impérialisme, des grandes entreprises, etc. Moi, j'ai travaillé pour des grosses entreprises de téléphonie mobile, des grosses banques, des choses comme ça. Je ne me reconnaissais plus dans cette trajectoire. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix d'aller dans une voie qui n'est pas aussi lucrative, qui n'a rien à voir avec ça et qui est très enrichissant par contre au niveau spirituel et au niveau de l'humain, etc. Et je me sens très très bien d'avoir fait ça. Donc vous dites aux nôtres qui sont fascinés par l'argent que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur et vraiment ceux qui pensent que ça fait leur bonheur, moi j'ai pitié quelque part parce qu'il faut qu'ils se réalisent eux-mêmes, même si l'argent peut avoir une importance quelconque. Il faut d'abord se réaliser et pas s'accrocher à une valeur qui n'est pas une valeur humaine en fait. D'accord. Alors, vous m'excusez, chers téléspectateurs, parce que ma voix se fatigue à mesure que j'avance, mais je vous ai dit que je recevais Madame Hulot Guilabert parce qu'elle va s'en aller et que je ne pouvais pas reporter le rendez-vous. Voilà. Donc, on a compris que vous avez une trajectoire d'abord. Vous avez étudié en Afrique, au Sénégal, et vous êtes allé en France. Là, vous avez développé donc une activité d'ingénieur informatique et pendant 21 ans, vous avez pratiqué une activité très lucrative, mais qui ne vous rend pas... 27 ans. Même. 27 ans. Mais une activité lucrative qui ne vous rend pas heureuse. Vous cherchez votre voie. C'est ça. D'accord. Vous décidez donc de partir à Montréal et là, vous envisagez de devenir éditrice pour les œuvres. Alors, éditrice numérique, vous dites, pas papier. Vous faites les deux? Je fais les deux maintenant. Voilà. Mais donc, au départ, j'ai commencé comme éditrice numérique. D'accord. Et petit à petit, je me suis vraiment diversifiée. Mais vous êtes implantée au Sénégal? Je suis implantée maintenant au Sénégal. Au départ, c'était à Montréal. Et je suis et vous distribuez quel type d'ouvrage? Tout, en fait. J'ai toutes les collections. D'accord. Donc là, aujourd'hui, depuis 2011, donc, je dois être à 33 livres ou un truc comme ça édités. Vous avez commencé quand? En 2011. 2011. Voilà, en 2011. Maintenant, en fait, au début, les livres étaient diffusés que sur le site de Diaspora Noire. Petit à petit, on s'est battu pour être distribués partout dans le monde. Donc maintenant, les livres que nous faisons sont distribués sur toutes les grosses plateformes du monde entier, que ce soit même iTunes ou Amazon ou je ne sais pas, tout Fnac ou autre. Oui, on voit Diaspora Noire voilà, apparaître. Oui. Vraiment, partout. On a également un diffuseur qui est une bibliothèque, une cyberbibliothèque, qui travaille avec beaucoup d'universités. Et les universités prennent des abonnements. Et nous sommes aussi diffusés par cette cyberbibliothèque qui a maintenant, je pense, des abonnements avec beaucoup d'universités africaines également, à Dakar en tout cas, etc. Ce qui est très bien parce que les livres numériques peuvent être consultés par les chercheurs. Ils peuvent consulter 2-3 pages, 4, et en fait, nous sommes payés au nombre de pages consultées. Donc, nous avons couvert toute la sphère numérique maintenant, puisque nous sommes vraiment distribués sur 2000 sites ou je ne sais pas, c'est énorme, plus cette quand vous dites nous, vous êtes combien? Pour l'édition, mais c'est ma maison d'édition, oui, mais j'ai des collaborateurs en fait.
nous ne sommes pas très nombreux, mais en fait, nous, vu que nous n'avons pas énormément de moyens et que c'est vraiment... D'ailleurs, je dis très souvent, je suis éditrice militante. Parce que, par exemple, j'offre 50% des bénéfices à l'auteur. C'est quelque chose auquel j'ai tenu dès le départ. Je ne voulais pas faire comme les autres maisons d'édition. Mais on n'a pas beaucoup de moyens, donc on paye des gens à la tâche qui ne sont pas de diaspora noire. Par exemple, les couvertures, on les fait faire par des infographistes, mais on les paye à la tâche. La correction, on a des correcteurs, mais ils ne sont pas intégrés dans la maison d'édition, donc voilà. D'accord. Et donc, disons que maintenant, nous nous attaquons à la distribution papier, puisqu'on a couvert tout ce qui est numérique. Donc, depuis peu, mais vraiment la semaine dernière quasiment, on est référencé dans une plateforme auquel a accès les libraires francophones et qui peuvent commander. Ce n'est pas une distribution directe, mais ils ont accès à une plateforme où les livres de diaspora noire peuvent être commandés et livrés assez rapidement par notre imprimeur qui se charge directement de ça. Et notamment, ils peuvent livrer en 48 heures. D'accord. Vous dites que vous avez distribué 33 ouvrages depuis. On peut savoir, édité. Vous avez... on peut connaître les thèmes que vous avez choisis. Alors, vous les sélectionnez comment? Alors, on a un comité de lecture. Et puis, donc, on a une collection qui s'appelle Instant, au pluriel, où on met tout ce qui est un peu court, tout ce qui est poème, tout ce qui est nouvelles, etc. On a une collection de romans qui s'appelle Vie, pour les romans, les récits longs, etc. On a une collection qui s'appelle Savoir, c'est une collection universitaire. Par exemple, on a édité une thèse de l'université de Maroua du Cameroun. Cette thèse s'appelle Identité, citoyenneté, souveraineté, avec énormément d'universitaires qui ont collaboré. Et cet ouvrage est dans la collection Savoir. Il y a une collection Résistance, qui est la collection politique. D'ailleurs, vous voyez ce livre est dans, panafricaniste, politique, etc., où on a plusieurs livres déjà. Enfin voilà, on a beaucoup de collections. D'ailleurs, j'ai créé il n'y a pas très longtemps une collection où il n'y a pas encore de livres, mais bientôt, c'est une collection pour des langues nationales qui s'appelle collection Wartan. Wartan est en conversation en Wolof. Bon, on n'a pas encore de livres là-dedans. On est en train d'en corriger un pour l'éditer. Le problème, c'est que ce n'est pas facile de promouvoir les langues nationales quand soi-même on n'est pas irréprochable. Moi, je parle Wolof, mais je fais des fautes en l'écrivant. Et c'est un problème. Donc là, on va publier un livre en CRR. Et c'est le directeur de la collection le directeur de cette collection qui est CRR et qui va essayer de faire ça. J'aimerais éditer des livres en Swahili, etc. Mais bon, voilà, on fait avec le moyen du bord, on n'avance pas à pas, avec beaucoup d'ambition, mais... Est-ce que vous avez réussi à stabiliser l'activité pour le moment? Oui, moi je trouve qu'on se débrouille très bien, on est arrivé là. Ce n'est pas une activité qui est encore très lucrative parce que nous ne sommes pas dans des éditions de stars éditoriales. Moi j'ai édité beaucoup de jeunes, des 25 ans. Donc c'est vraiment une activité de militante. D'ailleurs, vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup avec les jeunes. Je travaille énormément avec les jeunes. Voilà un livre publié par Madame Guilabert. Prenez le pouvoir. Là, elle s'adresse aux jeunes. Et c'est un livre qui
qui ne démérite pas par rapport aux ouvrages que vous trouvez en Occident ou édités par des auteurs occidentaux qui souvent vous demandent de faire tout le travail et qui mettent juste le nom de l'édition sur la couverture. Ici, je vois que vous avez un comité de lecture, que vous faites le travail infographiste, alors que nous, quand on publie chez les éditeurs français, par exemple, tout le travail, l'essentiel du travail est fait par nous. Et les droits d'auteur mettent beaucoup de temps à arriver quand ils arrivent. On n'en a jamais pour la plupart de nos livres. Alors, par exemple, chez nous, Diaspora Noire, tous les 3 mois, on fait un document trimestriel qu'on envoie à tous les auteurs. Et dans ce document trimestriel, on met toutes nos ventes, nominatifs. Tel livre, on l'a vendu tant de fois. On met des rubriques vendues au niveau du site Diaspora Noire, vendues au niveau des autres sites. On met même le nombre de personnes qui ont consulté votre page du livre sur le site. On met toutes les statistiques. C'est un peu... quand j'avais inventé ça au départ, par souci de transparence, plus on a de livres, plus ça devient un peu difficile, mais on continue à le faire. Au niveau des droits d'auteur, on ne les prend pas, ils appartiennent à l'auteur. Alors qu'il y a des maisons d'édition françaises qui sont établies au Sénégal ou autres, qui vous prennent vos droits d'auteur. Qui vous prennent vos textes. Qui vous prennent vos textes, qui ne vous envoient jamais vos droits d'auteur. De relever. Voilà. Alors, moi, quand je fais les relevés, soit vous avez le choix après, soit vous commandez des livres papier avec, parce que les livres papier sont pas, disons, nous sommes une maison d'édition numérique, les livres papier coûtent cher. Donc, les personnes, les auteurs peuvent en commander directement ou en vente au niveau de leur entourage, etc. Et donc, quand on vous dit que vous avez tant de droits d'auteur, vous avez le choix, soit on vous les paye, soit vous commandez des livres avec, etc. Et vraiment, c'est une famille, quoi. C'est pas une maison d'édition où... En tout cas, c'est une vision non capitalistique et qui ne considère pas, qui ne s'approprie pas la matière grise des peuples, des sous-peuples pour lesquels on continue à nous prendre. Voilà. Parce qu'au niveau, par exemple, des thèses universitaires, un de mes auteurs, qui était à un moment donné d'ailleurs directeur d'une collection, mais qui n'a pas le temps et qui a laissé tomber, qui est camerounais, m'a dit que, en fait, parce que lui, il est professeur dans des universités en Europe. Et il est scandalisé par le nombre de thèses qui sont captées par l'Europe. Mais des thèses incroyables, captées, et comme très souvent les étudiants sont tellement pressés de signer qu'ils ne regardent pas les petits trucs, ils perdent complètement leur droit d'auteur dessus. Parfois, ce truc-là n'est même pas édité. En tout cas, ils les mettent de côté. On dirait que c'est une... C'est une banque. L'Europe se constitue ainsi, une banque de savoir. Voilà. Au détriment des étudiants. Mais j'allais dire gratuitement aussi, puisque les Africains ou les gens aussi comme nous ne bénéficient pas de ce compilage qui est à la disposition des chercheurs européens. Maintenant, vous avez dit que vous étiez aussi conférencière. Alors moi, j'entends tout ce que vous nous avez raconté de votre activité d'éditrice comme une sorte de compétence qui vous vient beaucoup de votre activité d'ingénieur informatique. Donc vous avez maîtrisé l'outil et pour votre maison d'édition, vous avez su en tirer profit pour proposer d'abord quelque chose d'original. En deuxième lieu, vous parliez de vous comme une conférencière. Est-ce que vous voulez nous dire les objets, les sujets de vos conférences? D'accord. Alors, est-ce que vous l'êtes toujours? Je le suis toujours. Et au départ, je voulais
absolument aller dans cette voie pour conscientiser les jeunes. Parce que ce que je dis très souvent aux jeunes dans mes conférences, je n'ai plus d'espoir en d'autres générations qu'eux. J'ai décidé de me mettre au service des jeunes parce que je pense que c'est même très urgent qu'on essaye de capter l'esprit de notre jeunesse et qu'on les sorte des griffes de l'aliénation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nos enfants sont éduqués par nos ennemis à travers l'école, les médias, etc. Et j'étais allée l'année dernière en Algérie, j'étais invitée au Salon du Livre et j'avais fait une conférence là-bas où j'avais dit que c'était urgent qu'on décolonise l'éducation et les manuels scolaires. Parce que nous avons été indépendants soi-disant et nos manuels scolaires sont toujours les mêmes. Le système éducatif est toujours le même. Et aujourd'hui, nous élevons nos enfants avec donc les outils de l'ennemi, avec la pensée de l'ennemi. Et cet ennemi dit à nos enfants depuis tout petit, vous êtes nuls, vous n'êtes pas beaux, etc. Et nous sommes beaux. Vous ne pouvez rien faire sans nous. Vous ne pouvez rien faire sans nous. Nous sommes beaux. Tout ce qui est beau se trouve en Europe. Tout ce qui va bien, c'est nous, etc., etc. Et aujourd'hui, on ne doit plus s'étonner que nos enfants aillent mourir dans la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, parce que c'est l'éducation qu'on leur donne depuis l'âge de 6 ans qui leur explique qu'ils ne peuvent pas réussir en Afrique. Donc, ce problème vraiment très, très grave, j'avais fait une conférence. Alors, pour revenir aux histoires de conférences, je fais une conférence mensuelle à Dakar que j'organise tous les mois au Monument de la Renaissance, que j'ai intitulé Les rendez-vous de l'Afrique consciente. Et donc, j'invite beaucoup de jeunes là-bas. Les jeunes eux-mêmes organisent des conférences et m'invitent dans leur université, notamment, par exemple, à l'université Cheikh Anta Diop ou à l'université de Saint-Louis. J'ai été aussi 2 fois en Algérie pour faire des conférences là-bas. Par exemple... En fait, je suis tellement multicasquette que parfois, moi-même, je me perds quand je raconte dans des interviews. Mais vos conférences portent sur votre activité professionnelle ou sur votre militantisme? Il y a beaucoup de thèmes, justement. Il y a beaucoup de thèmes parce que j'ai une casquette culturelle puisque j'avais une galerie à un moment donné. Je me battais aussi pour la culture, etc. Donc, j'ai fait une conférence sur l'art contemporain africain vu par les Européens, parce que là aussi on a beaucoup à dire, puisqu'ils façonnent notre art, ils façonnent notre culture par la promotion, etc. Donc j'étais invitée à la foire internationale d'art contemporain à Alger pour donner cette conférence. Donc ça, c'est un des thèmes. Il y a un autre thème qui est l'édition numérique, puisque l'édition numérique, c'est mon secteur, et que je suis la première éditrice numérique en Afrique francophone. Bon, je ne connais pas bien l'Afrique anglophone, mais en tout cas, en Afrique francophone, j'étais la première. Et donc, je fais une conférence sur ça. Mais je fais une conférence sur l'Internet globalement. C'est-à-dire que l'Afrique numérique, en fait, j'ai des conférences qui s'intitulent l'Afrique numérique, où j'essaye d'entraîner les jeunes dans cette aventure du numérique en leur disant, aujourd'hui, vous avez vraiment une chance, Internet, c'est votre chance, quelque part, parce que on peut vendre beaucoup de choses sur Internet, on peut
faire ses propres... On peut rapprocher aussi les Africains entre eux. Voilà, et puis même, on peut vraiment se réaliser à travers Internet quasiment. Donc ça fait un thème sur l'art, un thème sur le numérique en général et l'édition numérique en particulier, notamment dans des salons du livre. J'ai été invitée, souvent invitée d'honneur numérique, édition numérique, parce que je suis la seule quasiment. Voilà. Et après ça, toutes mes autres conférences parlent aux jeunes, toutes. Alors, c'est la Renaissance africaine avec et par les jeunes, l'Afrique optimiste, etc. Alors, par exemple, prenez le pouvoir, c'est très souvent le thème des conférences que je donne aux jeunes. Je les exhorte en fait à prendre le pouvoir. À prendre le pouvoir sur eux-mêmes, sur leur environnement immédiat, dans leur quartier, dans leur ville, etc. Je dis qu'il faut qu'ils commencent par eux-mêmes, qu'ils se sentent mis bien, qu'ils aient une estime d'eux-mêmes, cette estime qu'on nous a enlevée, en fait. Oui. Et une fois que cette estime est revenue, de vraiment prendre le pouvoir sur tous les plans, sur tous les plans. Donc c'est un appel de prise de pouvoir multidimensionnelle. Et ça, c'est vraiment très souvent le thème. Alors, ça peut varier sur comment dirais-je, le thème peut varier. Par exemple, la première fois que je suis allée à l'université de Saint-Louis, les jeunes m'avaient invité pour que je leur parle de l'engagement citoyen des étudiants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu... voilà. Donc, mes conférences au Monument de la Renaissance étaient devenues quasiment institutionnelles. Et c'est moi qui ai fait la première conférence sur le franc CFA en 2016. Et j'ai invité Kémy Séba à cette conférence. Et voilà comme ça aussi que petit à petit a mûri cette histoire de front anti-CFA. Donc voilà, en fait, je m'empare de tout et j'essaye d'éveiller les jeunes. Mais c'est toujours un but d'éveil pour les jeunes. Et comment, sur le plan africain, votre édition, le travail que vous faites est reçu? Est-ce que vous avez l'impression, parce que l'un de nos problèmes, c'est que nous ne nous faisons pas confiance, nous ne croyons pas en nos produits, nous préférons ceux des autres et nous avons l'impression que les leurs sont toujours meilleurs. Est-ce que vous avez ce problème? Alors, moi je pense que ce qui concerne l'édition numérique, les Africains n'ont pas trop le choix. D'accord. Tout simplement, parce que quand j'avais commencé l'édition numérique, j'avais regardé les statistiques et en fait, toutes les maisons d'édition dans le monde n'acceptent que 8% des manuscrits qui leur sont envoyés. Donc aujourd'hui, au niveau des demandes d'édition, nous sommes plein, parce que on n'a pas tellement d'éditeurs. Et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas dire ils préfèrent les autres puisque personne ne leur propose de toute façon. Et les autres, ceux qui sont déjà édités en France, ils ne m'intéressent pas trop. Par exemple, au Sénégal, il y a une maison d'édition française que je ne nommerai pas, qui fait des devis assez exorbitants aux auteurs qui veulent être édités. Et c'est que des riches. Ils sont vieux et riches, ceux qu'ils éditent. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une répartition comme ça de ceux qui sont édités, qui sont en fait assez vieux, qui ont un peu d'argent, qui vont donc se faire éditer en donnant de l'argent et qui racontent leur mémoire ou des choses, etc. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils racontent. Moi, je veux vraiment que les jeunes racontent leur truc. Bon, la difficulté, c'est que nous n'avons pas les moyens non plus d'éditer tout le monde. Même les jeunes, ils doivent contribuer un minimum, ne serait-ce que pour faire la couverture.
et aussi pour les fautes, parce qu'il y en a qui en font que 10, il y en a d'autres qui en font vraiment 500, quoi. Donc voilà, mais c'est quand même minime par rapport à ce que... Et puis on peut toujours s'arranger, voir, etc. Donc c'est vraiment... aujourd'hui, moi, je me sens frustrée de ne pas avoir plus de moyens pour éditer plus de gens parce que vraiment on croule sous la demande. C'est la demande. Alors, parmi vos autres activités, vous vous définissez aussi, alors c'est aussi identitaire comme panafricaniste, et je suppose qu'il y a un lien entre le fait que vous soyez à la Martinique aujourd'hui, invité du MIR, et on va dire, ces positions panafricanistes. Donc, ce que je vous demanderais, c'est donc de dire comment vous avez été invité, d'expliquer aussi un petit peu à nos téléspectateurs ce que cela signifie aujourd'hui d'être panafricaniste. D'accord. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis panafricaniste d'emblée quand j'ai créé ma maison d'édition et que je l'ai appelée Diaspora Noire. Pour moi, le panafricanisme, ce n'est pas que l'Afrique. C'est la réunification de l'Afrique et de tous ses enfants. Donc, en fait, je ne sais même pas d'où ça me vient. Je ne sais même pas d'où ça vient que j'ai toujours inclus les diasporas. Et je dis les diasporas pour dire vraiment toutes les couches de diaspora. Donc ça, c'est mon panafricanisme à moi. Et d'ailleurs, je fais partie d'un comité qui s'appelle le comité d'initiative pour la préparation d'un congrès pour une Afrique fédérale. Je suis dans ce comité depuis 2 ans et on cherche à préparer un grand congrès panafricain pour demander que tous les Africains du monde entier demandent que l'Afrique soit réunie. Mais quand on dit l'Afrique réunie, on ne dit pas les États-Unis d'Afrique. On ne dit pas les États-Unis d'Afrique parce que ça dépasse l'Afrique. On dit les États africains unis. Donc ça, c'est d'ailleurs Imanié est dans le même comité que moi. Et nous ouvrons des comités dans tous les pays. Il y en a un en Martinique, il y en a beaucoup dans les pays nord-américains, etc., etc. Donc c'est ça mon panafricanisme à moi. C'est vraiment l'ensemble de l'Afrique en dehors et à l'intérieur de l'Afrique. Bon, maintenant, le MIR, c'est vraiment un membre du MIR qui me suit depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, qui a parlé de moi à Garça Malsa. Et donc, j'ai été invitée. Et ça faisait plusieurs années que je suivais le MIR et que parfois il m'arrivait dans les réseaux sociaux de prendre position pour le MIR quand je voyais passer des articles, etc. Et là, donc cette année, quand on m'a proposé de venir en Martinique pour le 17e convoi pour les réparations, j'ai été plus qu'honorée parce que on ne peut pas ne pas prendre en considération ces histoires de réparation puisque c'est quand même important pour se réconcilier. Quand quelqu'un a subi un préjudice et que la personne qui a fait subir le préjudice ne veut pas réparer, ne veut pas s'amender, etc. C'est une question de justice. Malgré la loi qui existe, qui reconnaît le crime contre l'humanité. C'est une reconnaissance, ça, on peut parler comme ça, on peut dire on reconnaît. Le problème, c'est que c'est une histoire de justice. Par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique du Sud, moi j'ai ma lecture. Ma lecture, c'est que Mandela, qui est une icône mondiale, moi, je dis qu'il n'aurait pas dû laisser les Blancs repartir tranquillement dans leur grande et belle maison, dans leur
dans leurs terres énormes et laisser les Noirs repartir dans leur pauvreté et dans leur ghetto. D'ailleurs, tous les Blancs aiment Mandela, parce que Mandela n'a pas été un empêchement pour eux. Voilà, clair. voilà. Les autres ont été assassinés. Tu vois, c'est une question de justice. Oui, tout à fait. C'est une question de justice. Aujourd'hui, les Noirs... Position pour son peuple aussi. Voilà. De comprendre. On a l'impression que certains de nos leaders ne comprennent pas les intérêts propres de leur peuple. Ils sont toujours au service de ceux des dominants. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Bien Alors sûr. Aujourd'hui, les gens s'étonnent qu'il y ait des Africains du Sud noirs qui se bagarrent avec d'autres Africains, etc. Mais un peuple qui a subi ce qu'ils ont subi, qui est ressorti des comités de réconciliation avec juste bonjour, je m'amende, bonjour, excusez-moi, bonjour, je demande pardon, et que ces personnes sont reparties avec tous les avantages qu'ils avaient. Et en fondant même un village auquel les Noirs n'ont pas accès. Alors aujourd'hui, que ces Sud-Africains qui ont été mis vraiment au banc de la société, chez eux, qui n'ont aucune instruction, qui sont dans la pauvreté la plus crasse, dans les ghettos, se retrouvent aujourd'hui avec d'autres Africains mieux éduqués ailleurs et tout ça, qui viennent prendre leur travail. Moi, je veux dire, je ne suis pas en train de les excuser. Je dis qu'il y a des responsabilités qu'il faut situer. Africaines. Voilà, il y a des responsabilités qu'il faut situer. De toute façon, Winnie, elle avait expliqué, Winnie Mandela a dit que le Mandela qui est sorti de prison n'est pas celui qui est entré. Donc c'est bien quelqu'un qu'on avait travaillé pour défendre les intérêts des Occidentaux, notamment des Africains blancs, d'Africaneurs. Alors, est-ce qu'on peut donner une définition succincte de ce que signifie être panafricaniste aujourd'hui? En dehors de penser à toute la diaspora, est-ce qu'il y a un contenu plus spécifique? C'est une politique, c'est une économie, c'est une culture, qu'est-ce que c'est? Bon, moi je pense que c'est multidimensionnel. Hein. D'accord. Donc au niveau le fait d'être panafricaniste, c'est déjà d'arrêter de penser enclos-coloniaux. Moi, je dis très souvent que Sénégal, c'est un enclos colonial. La Gambie, c'est encore pire, c'est à l'intérieur du Sénégal. Toute la Franc-Afrique, en fait. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut absolument que ce partage inique de l'Afrique à Berlin soit effacé d'une manière ou d'une autre un jour. Il va falloir qu'on s'assoie, nous. Mais sans cette révision-là, jamais l'Afrique et l'Africain ne seront respectés. C'est clair qu'il y a un devoir là, historique, qui est urgent à résoudre, parce que aujourd'hui encore, on entend les Européens dire, la France vient de dire que l'Afrique est l'avenir de la France, et on a entendu Lionel Saint-Zot dire que l'Afrique appartient à l'Europe. Et ça, c'est vraiment comme le discours de Victor Hugo qu'une jeune élève du lycée Tiercher vient de stigmatiser, qui date de 1800 et quelques. On entend le même discours aujourd'hui, on a l'impression qu'aucune eau n'a coulé sous les ponts. Parce que ce qui se passe, c'est que nous sommes éduqués par nos ennemis. Nos enfants sont éduqués par nos ennemis. Et nous, dans les réseaux sociaux, le discours de Victor Hugo, ça fait des années qu'on le partage. Et vous voyez que ça vient juste d'arriver dans des écoles. Et en fait, je donne un exemple dans mon livre. C'est comme si on allait en Israël et on faisait étudier Mein Kampf aux enfants israéliens. C'est ce qu'on subit, nous, tous les jours. C'est-à-dire Jules Ferry. Tout à fait. Un pire raciste que ça, c'est Victor Hugo. Il y en a plein. Des soi-disant des Lumières, c'est soi-disant. Mais ça date des Lumières, mais demander qu'un programme soit conçu pour les personnes différentes que nous sommes, eh bien, dans la mesure où nous sommes des possessions de la France, on ne se donne pas cette peine-là, parce que les nôtres, je prends le cas de la Martinique, vous avez
tous les Martiniquais qui acceptent de revenir sur les plantations, sans aucun problème, ils y vont fêter, parce qu'on met ces plantations à leur disposition désormais. Il n'y en a pas un qui ait demandé une stèle en mémoire des esclavagés. Pas un qui ait dit, mais c'est sûr, dans ces espaces, que les esclavagés sont morts, qu'ils ont donné de leur vie pour la richesse des maîtres. Il n'y en a pas un qui dise on ne peut pas retourner. C'est comme retourner dans les camps de concentration, comme pour les Juifs, et dire qu'on va fêter ou qu'on va faire des expositions magnifiques, qu'on va se donner de l'importance sur des espaces où les ancêtres ont été exterminés, où ont travaillé sans jamais avoir reconnaissance de leur travail. Quand vous dites ça aux Martiniquais, vous avez l'impression de parler à des extraterrestres. Et ils ne comprennent pas que la plantation était un lieu concentrationnaire et qu'on peut le comparer à un camp de concentration juif. Exactement. Donc, c'est dire aux nôtres à qui on a enlevé véritablement tout sentiment de dignité, que, comme vous le disiez, pour la reprise en main de l'Afrique par elle-même, tant que nous attendrons que les récompenses nous viennent des maîtres, eh bien, ils continueront à dire l'Afrique nous appartient. Et ils continueront à dire on va créer en Afrique des villes, des endroits luxueux, d'où seront exclus les Africains. Et ils continueront à dire ici, on vous laisse entrer sur les plantations, taisez-vous, puisque là, on vous reconnaît, on vous donne des étiquettes, et vous êtes effectivement dans le sentiment d'avoir une importance qu'au fond, on vous concède, mais qu'on vous enlèvera dès qu'on en aura décidé qu'il est temps de le faire. Dès qu'on aura décidé qu'il est temps de le faire. Donc sur la question panafricaniste, il y a une politique à envisager, parce que c'est le peuple noir, dans sa globalité, le peuple kamite, qui est touché par cette posture, puisqu'on voit qu'ici aussi, à la Martinique, ou dans les anciennes possessions françaises, qui restent possessions françaises, eh bien, nous n'avons pas droit à une éducation qui soit par nous-mêmes et qui reflète notre trajectoire culturelle, notre civilisation. Donc nous n'avons pas droit à ça, et quand nous le réclamons, parce que nous élisons des députés qui sont chargés d'aller demander que l'enseignement soit adapté à nos réalités, et bien là-bas, on nous oppose une sorte de non-recevoir. L'universalisme, sauf que les Français sont éduqués dans leur culture et que, en l'occurrence, il ne s'agit pas du tout d'universalisme. Il s'agit en fait de nous imposer la culture des Français, ce qui arrange la métropole, qui peut rester dominante dans tous les territoires, puisque de manière interchangeable, elle peut envoyer ses enfants en Calédonie, à Mayotte, à la Martinique, à la Réunion, et que ceux-là sont toujours les seuls vrais représentants de la France. Donc en termes d'universalisme, il n'y a que la culture française qui s'octroie le droit d'être de transversalité, c'est tout. Donc sur la question de pourquoi vous êtes à la Martinique, donc vous avez été invité pour parler de quelque chose de particulier. Vous avez évoqué la question des réparations. On sait que le convoi pour les réparations porte précisément sur la nécessité de maintenir cette question vivace, puisqu'elle est sans arrêt soumise aux assauts de ceux, notamment de la France, qui dit qu'il n'est pas question de réparation. Monsieur Hollande nous l'a répété 2 fois, Monsieur Sarkozy nous l'avait dit, il n'est pas question de réparation, exactement comme on le dit à des enfants. Il n'est pas question de sucreries, pas question de bonbons, comme si les réparations, c'était une chose qui se décrétait par un seul homme, d'une seule voix. Donc, c'est un processus, et vous êtes venu participer à ce processus. Oui. Vous avez une parole particulière? Alors, déjà, moi, j'étais choquée, par exemple, le 10 mai dernier, comme tous les 10 mai d'ailleurs, en France, dans les médias. Bon, je les appelle les merdias, excusez-moi le terme, mais bon. J'ai inventé tout un lexique dans mon livre pour dire qu'il faut qu'on invente nos vocabulaires et qu'on fasse la guerre des mots, comme eux, ils nous font la guerre des mots. Et concepts. Voilà, et concepts. Donc les merdias se sont évertués
pendant toute la journée du 10 mai à faire des plateaux où ils ont justifié l'esclavage. Je les appelle les « y a pas que nous ». Les « y a pas que nous », étaient de sortie le 10 mai. Ils étaient là, il n'y a pas que nous, il y a les Grecs. Ah ouais, mais la traite arabo-musulmane a été pire, bien sûr, et ceci et cela, etc. C'est d'une indécence sans nom. Et puis d'une malhonnêteté intellectuelle. D'une malhonnêteté, d'une indécence. Oui. Il faut qu'on se fasse respecter. On nous donne une date, on nous la donne en charité quasiment, et on ne nous laisse pas commémorer tranquille. Mais on ne nous laisse pas parler. On donne une date, mais ce sont les Blancs qui parlent à notre place. Donc c'est vraiment incroyable. Non, c'est vraiment qu'il n'y a aucun respect. Ceci dit, tant que nous n'aurons pas d'élus, d'élite qui soit digne de ce nom, et qui porte ce respect ce combat pour la dignité et le respect, nous ne serons pas respectés. Nous sommes le seul peuple à qui on dit voilà un mémorial pour vous, pour commémorer l'esclavage, et où les Blancs occupent le devant de la scène sans aucun complexe, où les Noirs sont très contents d'être alignés derrière pour laisser parler sur eux. Et ils sont toujours dans le parler sur eux. Et on n'a pas l'impression, on a l'impression véritablement que la question de la dignité ne nous concerne pas, qu'elle ne concerne que les autres, qui ont droit justement à ce respect des autres peuples, et que nous ne la méritons pas parce que nous-mêmes, j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, la dignité. Et pourtant, sans cette dignité, sans ce sentiment que nous avons d'être un groupe humain qui apporte à l'humanité, qui a apporté et qui ne se laisse plus voler comme cela. Parce qu'il faut se dire aussi que la façon que nous avons de nous laisser prendre toutes nos richesses fait de nous des personnes dont on n'a aucune envie, qu'on n'a aucune envie de respecter, parce qu'on vous dit que vous êtes des couillons si vous vous laissez tromper. C'est ça l'idéologie occidentale aussi. Si vous vous laissez prendre ce qui est à vous, de la façon que cela se fait en Afrique, bien sûr, on va vous dire, oui, mais c'est vous qui voulez. Mais on ne va pas vous dire que chaque fois que quelqu'un s'est opposé, un peu à la manière de Gbagbo, on l'a fait déguerpir ou on l'a assassiné. Ces épisodes-là sont rayés de la carte. Mais d'un autre côté, on va jouer sur celle-là. Vous dire, oui, mais c'est parce que vous êtes des grands couillons que vous vous laissez faire. Donc la violence, elle a été tellement banalisée dans l'histoire, le rapport de l'Afrique avec les autres peuples, avec les peuples occidentaux colonisateurs et prédateurs, que même les Africains ne savent pas voir cette violence. Et ils continuent à penser qu'il n'y a que des élites pourries, ce qui est vrai actuellement, mais les élites qui ne l'étaient pas et qui défendaient une Afrique africaine ont été assassinés. Donc ces épisodes-là, en général... Thomas Sankara. Pas seulement, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est le plus... Et on en a eu plus récemment, on a eu un élu qu'on a destitué véritablement de la manière qu'on sait. Donc il y a une histoire à remettre, à relire complètement avec les Africains et la diaspora qui n'a pas commencé. C'est-à-dire qu'on a des bribes. On sent que voilà, il y a des choses qui se sont passées, qui desservent l'Afrique et les Africains, ou les Kamites en général, mais il y a trop de paramètres qu'on n'a pas ramenés sous le même, je ne sais pas comment appeler ça. Boisseau. Hein, comment? Boisseau. Voilà, donc qui ferait que on analyserait ces différents paramètres dans un même mouvement et on verrait plus clair plutôt que de l'analyser comme ça. Un petit morceau, un petit épisode de la loi Taubira qu'on a d'ailleurs tellement saboté qu'aujourd'hui elle n'est qu'une loi mémorielle alors que la question des réparations devait s'en suivre et qu'on l'accepte d'une façon ou d'une autre. Mais la violence est tellement systématique, le refus de nous accorder les droits d'être des êtres humains est tellement sans arrêt pratiqué que nous avons du mal à trouver... Et c'est pour ça que je parle d'anticamitisme. Donc j'aimerais maintenant qu'on passe à votre livre
Parce que l'anticamitisme, c'est vraiment... Je ne sais pas, je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas si Hervé peut nous le montrer en gros à l'écran. Je le mets en face de la caméra, Hervé. Donc c'est un livre, voilà. Donc l'anticamitisme... Prenez le pouvoir, message aux jeunes, édition en bas, Diaspora Noire. Et cette collection, ces collections, Résistance. Voilà. Donc le nom de l'auteur, vous l'avez vu, Hulot Guilabert. Et donc, en fait, tout ce que vous venez de dire là m'amène sur le fait qu'il faut qu'on nomme tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire le déni d'humanité aux Noirs, le déni de réparation, le déni de plein de choses, cette maltraitance perpétuelle des Noirs partout dans le monde, mais partout. Il faut que nous nous emparions de ce mot anticamitisme et que nous arrêtions de parler de racisme, qui est un mot générique. Et qui concerne les Blancs. Qui concerne aussi les Blancs, qui concerne plein de choses, plein d'autres gens, alors que nous avons une spécificité tellement forte dans ces attaques qu'on subit en permanence depuis des siècles, et sur notre dignité, etc., que ça mérite un mot. Et ce mot, ça a été inventé par Sékou Maga. Anticamitisme. Les Juifs ont dit antisémitisme. C'est ça. Et pourquoi est-ce que les Juifs ne sont pas aussi noyés dans le racisme? Alors, donc, nous avons quand même le droit d'avoir un mot spécifique pour désigner cette rage contre les Noirs dans le monde entier. On va en Inde, on subit des violences. On va en Arabie, on subit des violences. On va aux États-Unis, dans le monde entier. Donc il faut que nous-mêmes, on impose nos propres mots. Oui. Et j'ai aussi, donc je parle un peu des Kamites, de ce que c'est. Alors, pourquoi avez-vous écrit ce livre alors, qui s'appelle « Prenez le pouvoir ». Vous avez dit qu'il s'adresse aux jeunes. Voilà. Vous l'avez écrit pourquoi? En fait, le but, c'est surtout les jeunes qui m'ont réclamé le livre. Parce qu'eux, ils me surnomment Mama Africa. Et quand je fais mes conférences, ils trouvent que ça leur parle tellement, les choses que je leur dis. Et ils n'ont pas arrêté de me dire « Mama Africa, écris-nous un livre, etc. » Donc j'ai écrit un livre pour eux. Et dans ce livre, j'aborde tous les sujets possibles et imaginables pour leur donner des clés. On parle du racisme, là, on parle de Kamit, on parle de la spiritualité africaine, on parle de géopolitique mondiale, on parle du franc CFA, on parle, etc. Et à la fin, je leur donne aussi des clés pour prendre le pouvoir sur eux-mêmes, sur la sphère économique, etc., etc., etc. Donc c'est un livre où je pense avoir abordé énormément de questions. La table de matière est très grande. Voilà. Et en fait, c'est juste, et très souvent d'ailleurs, je ne vais pas en profondeur, je m'adresse à des jeunes qui n'y connaissent rien la plupart du temps, qui entendent parler pour la première fois de telle ou telle chose. Ce que je fais, c'est que très souvent, je cite des grands écrivains comme Fanon, je le cite beaucoup, je cite Césaire, je cite Cheikh Anta Diop, etc. Et je leur demande d'aller chercher, d'aller trouver la suite. Parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un livre. Non, et puis il y a de grands auteurs qui ont écrit, donc voilà. Il faut les lire. Voilà. Et donc vraiment, je veux leur donner des clés. Vous parlez aussi aux femmes? Je parle aux femmes parce que, bon, il y a bien un moment où il faut leur parler, même si le chapitre n'est pas aussi grand que je le voudrais, parce que les femmes, je pense qu'il faudra que je leur écrive un livre à part, vu que les femmes, elles portent la mésestime de nous-mêmes, elles le portent en elles, elles se dépigmentent, elles sont dans les cheveux indiens ou brésiliens ou je ne sais pas quoi. Et l'éducation africaine doit passer par les femmes.
On dit que les femmes, c'est les femmes qui éduquent les enfants. Alors, si nos enfants sont éduqués par nos ennemis, éduqués par des femmes qui ne s'estiment pas, etc., où est-ce qu'on va? On dit, un de nos psychanalystes disait que la femme esclavagée comme la femme des sociétés coloniales ou colonisées est le bras droit du maître. C'est encore vrai? Écoutez, vraiment. Donc, je pense que ça méritera un livre à part. Là, j'ai quand même abordé rapidement pour les femmes ce point de mésestime de soi, qu'il faut absolument que nos sœurs en soient conscientes. C'est pas facile. Et aujourd'hui, il y a encore un phénomène de plus qui se rajoute. Quand moi, je vais dans les universités pour faire des conférences, les jeunes filles, elles sont quasiment toutes voilées. Et c'est très, très important et c'est grave parce qu'on quitte toujours une aliénation pour une autre. Quand elle n'est pas occidentale, elle est islamiste. Voilà. Donc là, on est vraiment cerné. Et bon, donc dans ce livre, j'aborde aussi les histoires de religion. Je l'aborde de manière très retenue parce que je vis dans une société à 95% de musulmans. Les chrétiens sont très chrétiens aussi et juste à côté, les chrétiens sont dans des pays africains majoritaires avec des églises de réveil, des sectes, enfin vraiment l'Afrique n'en peut plus de toutes ces horreurs religieuses parce que sectes, parce que des pasteurs qui sont richissimes. Ça participe de la division. C'est terrible. Bien sûr. Et donc, moi, je ne veux pas rentrer dans la division, mais j'ai trouvé un angle d'attaque qui n'attaque pas les religions elles-mêmes, mais je dis, je vais vous apprendre, nos ancêtres, ce que c'est. Je veux que vous respectiez nos ancêtres. Les ancêtres ont été victimes de falsification de leur histoire spirituelle et que nos ancêtres étaient monothéistes et qu'ils ont même inventé le monothéisme. Et je veux qu'on respecte nos ancêtres. Donc, je ne me lance pas dans... Les premiers à considérer qu'ils n'ont pas de religion, que ce qu'il y avait, l'animisme, etc., entre guillemets, c'était des pratiques païennes, que ça ne correspondait à aucune spiritualité, et qui confondent aujourd'hui religion et religiosité et spiritualité, et qui, malgré tout ce qu'on leur apprend sur la volonté du colonisateur de leur prendre l'esprit en leur inculquant justement son propre dogme religieux, ça ne les fait pas revenir à un désir d'aller revisiter les pratiques ancestrales. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui mettent l'accent sur la spiritualité africaine, mais comme c'est un domaine qui est extrêmement sensible, même ces chercheurs ou ces personnes panafricanistes qui ont ce projet de réinvestir le Kamit de sa culture ancestrale, il a du mal. Enfin, ils ont du mal à le faire. Moi, en tout cas, je ne vais pas aussi loin. Moi, je veux juste que les jeunes sachent et choisissent après. Peut-être que j'ai une façon d'aborder les choses beaucoup plus tolérante. Je ne veux pas passer mon temps dans les réseaux sociaux. Il y a une bagarre spirituelle. Il y a des gens qui disent il faut revenir à la voie des ancêtres, etc. Moi, bien sûr que ce serait l'idéal. Parce que chaque peuple a sa propre voix. Mais aujourd'hui, le contexte religieux est tel en Afrique que si je dis ça dans mon livre, plus personne ne lira. Vous voyez? Donc il faut choisir. Soit on conscientise les gens en y allant étape par étape et en essayant de leur ouvrir les yeux sur des mensonges, sur des choses comme ça, etc., sans attaquer leurs croyances, ou on y va direct, comme certains de mes amis panafricains qui sont
dans les réseaux sociaux et qui refusent toute religion révélée et qui refusent de faire des concessions afin d'expliquer à des gens. Moi, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Les mensonges sur la spiritualité de nos ancêtres monothéistes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous venez, on vous apprend quelles étaient la spiritualité de nos... Il y a des articles qui sont partagés, etc. Si ça ne vous plaît pas, vous repartez. On n'est pas en guerre de tranchées. Je ne veux pas que les Africains soient divisés sur cette question, etc. Et moi, je pense que pour conscientiser les Africains, il faut apprendre aussi à faire des petites concessions. Et alors, par exemple, les jeunes, quand je leur parle de ça dans les universités, en étant tout en retenue, bien entendu, je leur dis juste, voilà, ça existe, les mensonges, la falsification, etc. Ils ressortent de là, et quelques temps après, je les vois dans les réseaux sociaux partager des choses de spiritualité africaine avec fierté, et eux-mêmes ne plus se définir en tant que musulmans ou catholiques, etc. Ils ont trouvé leur propre voie. J'ai juste fait que leur donner comment dirais-je, une petite clé. Voilà. Et donc tout le livre est comme ça. En fait, je passe des messages pour beaucoup de... Et si les téléspectateurs veulent se procurer l'ouvrage, comment est-ce qu'ils font? Alors, moi, je vais vous dire une chose, c'est que je l'offre gratuitement en PDF aux jeunes, déjà. Aux jeunes. Ouais, c'est-à-dire que depuis qu'il est sorti le livre, j'ai sur la page du livre sur www.diaspora-noir.com un formulaire de demande du livre gratuit. D'accord. Parce que les jeunes n'ont pas forcément les moyens. Oui. Et donc, ils écrivent. Alors, j'avais mis une condition. Je ne sais pas si je vais la maintenir, mais bon, je la transgresse assez souvent. J'avais mis une condition pour inciter les jeunes, en fait, à s'inscrire dans des organisations panafricaines. Et j'avais dit, je l'offre aux jeunes panafricanistes engagés. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent dans les réseaux sociaux, qui me disent « Mais on n'est pas engagés, on n'a pas d'organisme, comment on fait ?» et tout ça. Je dis « Allez vous inscrire ». Et donc, bon, s'ils insistent un peu, je leur donne, mais disons que j'essaye de faire un petit chantage pour que les jeunes s'engagent. Donc, voilà. À part ça... Vous voulez répéter le site? Alors, c'est www.diaspora au pluriel, tiré du milieu, noir au pluriel.com. Donc, ils ont à répondre à un questionnaire. Voilà, juste un formulaire de demande, son nom. Pour avoir le texte en PDF. Voilà, pour avoir le PDF que je leur envoie gratuitement. Et à part ça, en fait, il est en vente en numérique sur le site. Il est aussi en vente à la commande sur le site. C'est-à-dire qu'on commande le livre. Par exemple, si on habite en France, on commande le livre. Et au bout de 10 jours maximum, une semaine, 10 jours, on reçoit le livre chez soi. Et l'adresse, c'est laquelle? L'adresse, non, mais c'est sur le site. Le site là, on a tout ça. C'est sur ce site-là aussi. Voilà. Alors, après, par exemple, à Dakar, c'est dans toutes les librairies en papier. Par contre, bon, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant, toutes les librairies francophones peuvent le commander sur une plateforme qui s'appelle Dilicom. C'est une plateforme pour les libraires. Et on peut le télécharger sur Amazon, sur en fait tous les sites de vente de livres occidentaux. D'accord. Voilà. Alors, c'est pour les libraires, comment s'appelle la plateforme? Dilicom. Vous avez vu les libraires de la Martinique? Alors, je ne les ai pas vus, mais je pense qu'ils doivent être sur cette plateforme et ils peuvent le commander facilement. En fait, c'est l'imprimeur lui-même qui enverra le livre. D'accord. Voilà. C'est tous les libraires francophones, normalement. D'accord. Voilà. Vous m'avez dit qu'au début de l'interview,
que vous êtes venu à la Martinique il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Voilà, maintenant que vous y êtes revenu, que votre voyage va s'achever, qu'est-ce que vous avez... Quelle image nous renvoyez-vous de votre... Quelle lecture avez-vous? Ou avez-vous eu de la Martinique 30 ans après votre première venue? Alors, ma première venue, ce n'était pas dans un contexte de conscience, vraiment. Bon, j'étais venue en vacances, 3 semaines, voilà, c'était pas... Mais déjà, à l'époque, j'avais noté des choses, notamment entre Africains et Martiniquais. J'avais noté que c'était pas idyllique, on va dire. Cette fois-ci, en fait, j'ai l'impression de plus communier avec les Martiniquais, même si c'est une infime partie des Martiniquais que je côtoie et qui sont des membres du MIR ou des gens qui font la marche pour le convoi, etc. J'ai quand même l'impression de plus ressentir l'âme martiniquaise ou je ne sais pas quoi. Et ce que je ressens est triste quand même, beaucoup, vraiment triste, parce que j'ai l'impression qu'il y a une souffrance indélébile. Je la ressens vraiment, cette souffrance. Et aussi, ce que je ressens, c'est que finalement, on n'est pas plus ou mieux lotis que les Martiniquais dans notre rapport avec la France. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a les mêmes entreprises prédatrices, on a les mêmes programmes scolaires, on a les mêmes, etc., etc. Vraiment, c'est horrible. On a même la monnaie, donc le CFA. On a en plus des accords uniques qu'on veut nous faire signer pour encore parachever la domination, etc., etc. Donc aujourd'hui, je sens une grande similitude. En fait, le fait de venir à la Martinique me met vraiment encore plus la domination de l'Afrique sous le nez. Je me dis finalement, on n'est pas mieux lotis. Et donc là, j'ai proposé à Garcin Malsa de ramener le convoi à Gorée. Et on va y travailler. Et à mon retour, nous allons organiser le prochain convoi, pas en même temps que le convoi ici, mais en fait, le 27 avril, c'est la date vraiment où le décret a été signé de libération. Et en fait, le Sénégal, comment dirais-je ? Mais pour nous, c'est le 22 mai. Voilà, mais en fait, bon, je ne sais pas vraiment à quoi correspond le 27 avril. Mais hier, on en a parlé avec... C'est un décret de l'État français. Voilà, et donc, le 27 avril, le Parlement sénégalais a voté une loi pour décréter que c'était une journée de commémoration de l'esclavage et de la traite négrière. Donc, on a cette date au Sénégal. Malheureusement, cette date, depuis que ça a été signé... Mais elle n'est pas choisie par hasard. Ben voilà. C'est ça. Depuis que ça a été signé, de toute façon, personne ne commémore rien quasiment. C'est encore un vol de l'histoire. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que 2 fois de suite, nous avons commémoré cela. Enfin, ce n'était pas moi personnellement, mais il y avait eu des commémorations. Cette année, le 27 avril, il y avait une commémoration de prévue. On n'a pas pu le faire, finalement. Et donc, moi, je propose à Garcin Malsa qu'on essaye de voir comment faire pour faire au moins une nuit où on va marcher dans Gorée avec les flambeaux, comme on fait ici, et que, voilà, si on peut organiser ça l'année prochaine, et pourquoi pas tous les lieux symboliques d'esclavage d'où les esclaves sont partis, si on pouvait, parce qu'il y en a d'autres en Afrique, au Ghana, etc., si on peut faire cette marche symbolique et en complément du convoi qui va toujours se dérouler
de la même façon et à la même date dans d'autres, dans les Caraïbes, etc. Donc ça, on est en train d'y travailler et je pense qu'il faut vraiment que les Africains soient plus conscients de cette demande de réparation parce qu'aujourd'hui, les Africains ne le sont pas vraiment. Voilà, on est comme à la Martinique, on est dans le même degré d'inconscience ou maintenu dans cette forme d'inconscience du poids de... C'est aussi ce qui fait défaut à notre socialisation, l'importance des symboles. Je crois qu'on est en déficit de symboles et que notre peuple ne sait pas bien pourquoi il en faut. Parce que chez nous, chaque fois qu'on a essayé d'en mettre, on nous a devancés et on a travesti les symboles en des choses qui ne représentaient pas du tout ce que nous étions. Et du coup, les gens ne comprennent pas bien, je crois, la puissance des symboles, puisqu'on sait, par exemple, sur la question du drapeau actuellement, vu la manière dont la France se débat pour que ce soit son drapeau qui flotte au vent dans les sociétés coloniales, cela nous dit l'importance et la puissance des symboles dans la vue des Occidentaux, de la France notamment. Et chez nous, on a véritablement le sentiment que les gens ne comprennent pas cette importance parce qu'on n'est pas éduqués ni socialisés dans l'idée qu'il nous en faut. Et puis j'ai l'impression qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas envie de se battre. Non, mais ils sont sans arrêt, comme on le disait tout à l'heure, en permanence. Le peuple noir est soumis à un travail de sape, oui, un travail qui mine un peu son esprit de résistance. Et du coup, c'est vrai, au bout d'un moment, on lâche, on ne résiste plus. C'est ça. On laisse aller. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans cette lâche. On a lâché, quoi. Aucun peuple ne tient sous une telle pression. Cette pression, elle est permanente. Et elle est permanente parce qu'il ne faut pas lâcher. Pour le pouvoir, il ne faut pas lâcher. Donc, ce qu'on peut dire du livre, c'est que, voilà, vous avez voulu faire plutôt une sorte d'état des lieux, avec beaucoup de chapitres et de sous-chapitres. Et dans chacun des chapitres, vous avez donc des injonctions. Et tout cela se structure autour de la nécessité de déconstruire tous les discours coloniaux d'instructeurs et de se construire donc une vision du monde qui est basée sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, et qui permet de se réapproprier son monde à soi, puisque c'est un monde dans lequel vous reconnaissez, et c'est la vérité, que les autres, ils sont de plein pied et maintiennent les Afro-descendants, les Africains, les Kamites en général, à sa marge. En dehors et à sa marge. Donc le noir est toujours dans la périphérie de lui-même. Il n'est jamais au centre. Et vous savez comment j'écris aliéné? J'écris aliéné avec 2 L, I-N, comme alien. Alien, oui, d'accord. En fait, on est des aliens de nous-mêmes. Voilà, à nous-mêmes. Voilà. Parce qu'au cœur de nous-mêmes s'est installé le blanc qui parle pour nous, qui parle sur nous. Et nous sommes tellement habitués à cette configuration qu'elle ne choque même plus personne. Alors que quand vous allez en Europe et qu'un noir prend la parole au nom d'un blanc, vous voyez tout de suite les peuples réagir. Et j'ai vu des scènes épouvantables parce que les blancs n'acceptaient pas d'être médiatisés par des noirs, ou alors c'était vraiment difficile pour eux. Donc la facilité avec laquelle nous le faisons montre que nous avons perdu un peu le sens de notre place dans le monde et au monde, et qu'il faut la regagner, cette place-là. Et c'est une question de pouvoir, et c'est pour ça que je me prenais le pouvoir, parce qu'il y a un Américain qui a dit si quelqu'un me dit qu'il veut me lyncher, c'est son problème. Si quelqu'un a le pouvoir de me lyncher, c'est mon problème. Et c'est un problème de pouvoir. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre l'accusation et la victimisation, parce que c'est vrai
que si on prend le système globalement avec sa violence, on a tendance à penser la victimisation. Mais de notre côté, à force d'être victime, on finit par laisser aller. Donc, à quel moment la responsabilité se pose? C'est exactement ça. Parce que l'autre est toujours sur votre territoire et il est toujours dans une activité de damage, comme on dit. Il ne vous laisse pas en paix parce que c'est comme ça qu'il peut gagner cette guerre-là. Et les Africains et les Kamites ont du mal à penser qu'ils sont en guerre. Ils ont du mal à concevoir cette idée-là. Parce que l'aliénation a bien réussi. Voilà, l'émission se termine. Je vous remercie, chers téléspectateurs. J'espère que ça n'a pas été trop pénible de m'écouter. En tout cas, j'ai beaucoup laissé parler notre invitée. J'espère que vous avez compris qu'il ne fallait pas la laisser s'en aller sans garder quelque chose d'elle, puisqu'elle a à nous apporter au niveau des réflexions qu'elle a menées, même de sa vision de nous, du peuple kamite, et de son apport à sa jeunesse, son travail sur sa jeunesse, avec sa jeunesse. Et donc, j'ai accepté, comme je vous l'ai dit, de faire l'émission sans voix. J'espère que vous avez compris quand même de quoi il en retournait. Et je lui laisse le mot de la fin pour qu'elle vous salue. Madame Guilabert. Alors moi, j'exhorte vraiment la jeunesse afrodescendante du monde entier à prendre le pouvoir, c'est-à-dire ne plus jamais se laisser marcher sur les pieds, ne pas se laisser enlever sa dignité. Donc c'est vraiment mon message, que ce soit au peuple martiniquais, aux Africains et vraiment à toute la jeunesse afrodescendante. Vous êtes notre espoir, alors il faut vraiment vous lever. Mais nous avons une jeunesse qui se lève, donc nous ne perdons pas espoir. Et puis je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Vous pourrez faire remonter vos remarques si vous voulez à Zouk TV. Et Madame Guilabert vous a donné un site. Donc à bientôt et au plaisir de vous avoir à nouveau avec nous. Au revoir.